Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. On va continuer à parler de ce qui fait l'actualité depuis un peu plus d'une semaine maintenant au Bénin, la tentative de déstabilisation subie par le Bénin, déstabilisation militaire bien évidemment, subie par le Bénin. Les journaux reviennent sur les derniers développements du sujet. Hier, au siège de la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, eh bien, une trentaine de personnes soupçonnées ont été présentées au procureur spécial qui a tranché. Vous verrez, certains sont rentrés chez eux, d'autres par contre ont été déposés. Les journaux reviennent là-dessus. On fera le point tout à l'heure avec la une des journaux. Ce sera un point sommaire. Puis à la fin de cette émission, vous aurez des détails sur les sujets, notamment à travers la revue de presse. Le sujet qui, ma foi, a contraint, sinon cette actualité qui a contraint la CEDEAO à revoir sa copie. Vous avez certainement remarqué avec nous la diligence avec laquelle elle est intervenue à Cotonou. Désormais, elle entend bien faire autrement les choses. Et au-delà des coups d'État, l'institution sous-régionale entend désormais innover en apportant son coup de main dans la lutte contre le terrorisme, des financements dégagés au profit de certains pays membres justement de l'organisation. Sont destinés à réduire le phénomène dans la sous-région. On en parlera notamment lors de nos discussions tout à l'heure. Mon invité, il sera au téléphone. Est-ce Agbo est acteur culturel? Avec lui, on va parler un peu d'économie de la culture. On va s'intéresser surtout au volet des livres. Qu'est-ce que le marché du livre peut apporter à l'économie nationale? Il sera en direct au téléphone sur ce plateau. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour commencer avec la une des journaux. Coup d'état des jours au Bénin, les présumés mutins devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Chabi Yahi, le fils de l'ancien dirigeant béninois, libéré et mis sous convocation. Noël avant l'heure à Abomey, la ville, les vendeuses de jouets font briller la magie des fêtes. Descendez là-bas et admirez tout au moins la bonne ambiance. Société révolte dans les territoires Nago et Rolly du Dahomey colonial de 1890 à 1920. Une réflexion du professeur François Adebayo Abiola que, ma foi, Fraternité vous propose à lire dans son intégralité. Ce matin dans sa production du mardi. Affaire Frère Ronvi, la criette requalifie les faits et confirme la peine de Steve Amsou. Le matinal, tentative de coup d'État au Bénin, une trentaine de personnes présumées à mutin, présentées à la criette hier, de troublantes révélations en perspective, projette le matinal. Et puis développement du numérique, 40 jeunes filles formées en cybersécurité. La Gazette du Golfe, la Nouvelle Gazette, pardon, révision de la Constitution au Bénin, la Cour constitutionnelle tranche. Et puis l'informateur appelle de putsch, après le putsch manqué du 7 décembre dernier, environ 30 personnes devant la criette. Lutte contre le terrorisme, le Bénin et 4 pays bénéficient de l'appui de la CEDEAO. Fraternité, pardon. L'informateur nous apprend que Octave Khoudegbe n'est plus. Octave Khoudegbe, c'est un ancien député à l'Assemblée nationale, ancien ministre aussi, centrafricain. Il a tiré sa révérence. Animation de la vie politique des partis politiques en sursis. Voici Matin Libre, enquête sur le coup d'État. Chabiya est libéré après son audition. Son avocat révèle les éléments du dossier. Et maintenance de la plateforme EducMaster, une contribution de 50 francs CFA par élève demandée. Le journal Les 4 vérités, tentative de putsch au Bénin, une trentaine de personnes interpellées, présentées à la criette hier. Le journal Le potentiel pour continuer à faire putsch manqué, une vingtaine de militaires, dont plusieurs capitaines inculpés.
Le Béninois libéré, coup d'État, Chabi Yahi libéré, convoqué pour le 18 prochain. Mandat de dépôt pour 25 militaires. Dabarou va continuer. Gamia à travers son ONG FEGEB, le docteur Jamila Kissira Falade efface les stupéfiants de la tête des jeunes. Le grand jury, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, le quartier Ladi retrouve modernité, mobilité et salubrité après les travaux. Éducation au coup d'état militaire déjoué des universitaires comptent leur vécu. Le journal La Boussole. Pour continuer, tentative de putsch au Bénin, une trentaine de personnes suspectes devant le procureur spécial de la Criette. Le quotidien Le Meilleur, interpellé puis placé en garde à vue. Chabi Yahi libéré et mis sous convocation. Le quotidien La Sierra, ambiance de psychose générale après l'échec du putsch. Les Béninois s'interrogent. Coulisses politiques. Boni Yahi sous pression pour quitter la direction du parti. Les démocrates. Le journal L'Affiche du jour, test d'admission des AME, 73 658 candidats pour 2319 postes. Coup d'État averti et commence le défilé à la criette. Décryptage info, marché financier régional. En octobre 2025, les États de l'UEMOA lèvent 1254 milliards de francs CFA. Lettre ouverte, réforme constitutionnelle au Bénin, la Cour donne son feu. Et fraternité pour la deuxième lecture. Coup d'état déjoué au Bénin, les présumés mutins devant la criette. Chabi Yahi libéré sous convocation. Noël avant l'heure à Abomey-Calavi. Les vendeuses de jouets font briller la magie des fêtes. Il y a une réflexion dans la colonne de fraternité ce matin, une réflexion du professeur François Adebayo Abiola. Le titre justement de la tribune est intitulé Société et révolte dans les territoires Nago et Roli du Dahomey colonial 1890 à 1920. Affaire frère Ronvi, la criette requalifie les faits et confirme l'appel de Steve Amoussou. Voilà ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Pour les détails, attendez 9h pour la revue de presse. On va passer au bulletin d'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour à vous, Tanguy. Bonjour Des centaines de citoyens de la 8e circonscription électorale condamnent la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel. La marche des populations s'est tenue ce week-end. Elle a réuni les habitants des villes de Parakou, Tchaourou, Perere, Ndali, comme sur les images que vous avez vues. Il y a eu du monde dehors. 5 initiateurs de projets d'adaptation aux aléas climatiques ont reçu des chèques de subvention d'environ 18 millions de francs CFA. Les bénéficiaires sont issus de l'appel à projet lancé l'an dernier dans la mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest. On vous apporte des détails dans un instant. Voici le bulletin. Il y a eu du monde, beaucoup de monde dehors ce week-end. Et là, nous sommes notamment à Parakou. Ceux qui sont sortis, ce sont les populations du 8e ou de la 8e circonscription électorale. Elles sont sorties, notamment Florence, pour condamner le putsch déjoué du dimanche 7 décembre dernier. Oui, Tanguy, ces Béninois des communes de Parakou, Tchaourou, Perere et Ndali apportent leur soutien au président Patrice Talon. Après ces événements, ils ont organisé une marche à travers les artères de la ville de Parakou pour le témoigner Jacques Dégbé et Socrate Adantolé. Unis comme un peuple, debout pour la République, les manifestants sont venus de différentes localités de la 8e circonscription électorale pour cette marche pacifique. Dans les discours
Comme sur les pancartes, le message est clair, limpide et sans embâche. Plus jamais ça au Bénin. Nous voulons un Bénin stable, uni et résolument tourné vers l'avenir. Un Bénin où les divergences se règlent par le dialogue. Un Bénin où personne n'impose la peur. Un Bénin où les institutions demeurent le socle incontournable de notre vie collective. Que chacun reparte d'ici avec une mission, défendre la paix. Ce qu'on a vécu ou on a entendu le dimanche passé, pour nous, ça ne doit plus exister au Bénin. Quiconque aime son pays, si tu n'aimes pas ta République, pourquoi vivre dans cette République? Sans la République, le Bénin n'existe pas. Ce putsch à voter constitue une atteinte à la République et au bon vivre ensemble du peuple béninois. Une tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel en contradiction avec les acquis démocratiques, dénoncent les manifestants qui n'ont pas manqué de témoigner de leur soutien au président de la République et aux forces armées béninoises. Le chef de l'État, M. Patrice Talon, il faut vraiment rendre un hommage mérité. Malgré cette tentative, on l'a vu dimanche soir souriant. C'est ça qu'on appelle un homme. Nous saluons le professionnalisme de toutes les forces républicaines, civiles et militaires, qui ont agi avec sang-froid et détermination. La marche a échoué à la mosquée du domicile de l'imam du quartier Dépôt, où une prière a été dite pour invoquer la protection d'Allah sur la nation béninoise. Prière non seulement en hommage de ceux qui sont tombés, mais aussi prière pour rendre grâce à l'Éternel. L'Éternel qui nous a épargnés du pire. Sur place, un bœuf a été immolé pour conjurer le mauvais sort. Les membres du Parti Bloc républicain de Coparco ont exprimé aussi leur soutien à Patrice Talon suite à la tentative de coup d'État. Ils ont été rejoints par leurs camarades de Basila, Ouaké et Djougou pour exprimer leur indignation face à ce acte de déstabilisation du Bénin. Abdou Savi Idrissou. C'est une démonstration de force pour fustiger la tentative de coup d'État au Bénin et par ricochet, soutenir le président Patrice Talon. À Copargo, les militants et sympathisants BR démontrent ainsi leur attachement aux acquis démocratiques. À la tête de la manifestation, l'honorable Hassan Seibou et bien d'autres cadres et personnalités qui condamnent cet acte. Copargo, par la démonstration de ce jour, veut affirmer à la face du monde son soutien indéfectible au président Patrice Talon et à son gouvernement dans cette épreuve. Nous rendons hommage mérité aux forces de défense et de sécurité qui ont fait étalage de leur dynamisme et de leur professionnalisme en repoussant promptement ces assaillants. L'honorable Barthélémy Kassa accuse réception et promet de transmettre fidèlement le message acquis de droit. Je voulais vous rassurer que le message que vous venez d'adresser au nom des populations de Copargo sera transmis ce soir même acquis des droits, notamment au président du parti. Je vois que la majorité de l'initiative est du bloc républicain. Ce sera transmis au président Blabia Tchané et je suis sûr, d'ici 22 heures, le président Talon aura le papier. Merci beaucoup et beaucoup de courage. La cérémonie d'investiture des candidats du BR aux élections communales et législatives dans la 14e circonscription électorale a précédé cette marche. Par cette cérémonie, les différents candidats reçoivent les attributs qui consacrent leur installation officielle. Le parti a décidé que cette délégation vienne ici à Copargo pour regarder chaque personne désignée sur les listes pour lui dire voici le parti qui te reconnaît au niveau national
et qui te donne mandat d'aller te battre pour lui et te souhaiter une bonne chance. À cette première épreuve, nous voudrons bien voir comment est-ce que nous mouillons le maillot pour avoir au minimum ce qu'on avait toujours comme résultat, sinon plus, pour que Adjilé soit aussi au Parlement. Vous n'avez pas compris. Cette cérémonie d'investiture est un moment clé pour ces candidats qui se lancent dans la bataille électorale. Autre volet de l'actualité, les équipes de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments sont de nouveau sur le terrain en cette veille des fêtes de fin d'année. La période rime avec la surconsommation de produits alimentaires. L'objectif de la descente est de contrôler la qualité des articles mis en vente sur le marché et retirer livret. Hugues Vingbi en Riganti. Le directeur général de l'ABSSA envoyant en mission l'une de ses équipes. Quelques minutes plus tard, voici les missionnaires à l'entrée de ce supermarché situé dans la ville de Cotonou. Après une petite concertation, le groupe se déploie dans les rayons du showroom. Des boissons à la fromagerie, en passant par les épiceries, les produits pour bébés et les réfrigérateurs, la qualité des articles et les conditions de conservation sont minutieusement inspectés par des yeux avertis. Nous avons constaté que les produits sont conservés dans les conditions requises. Et du point de vue qualité maintenant, nous avons fait quelques exercices en retournant les bouteilles. Les bouteilles, il n'y a pas écoulement. Nous souhaitons que de ces contrôles-là se passent de temps en temps pour nous donner toujours un honneur, un privilège de montrer à la population qu'effectivement nous sommes dans le vrai. Après cette étape, l'équipe composée d'agents de l'ABSSA et de cadres du ministère sectoriel s'intéresse à cette chambre froide pour le même exercice. La température de froid exigée est respectée. Nous avons constaté également que ceux qui manipulent les poissons et les produits carnés sont en tout cas en santé. Et le contrôle qui est fait aujourd'hui se base beaucoup plus sur la provenance des produits, la date limite de consommation, la date d'utilisation optimale, la chaîne de froid, voici la chaîne de froid est rompue ou pas, les emballages. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de contrôle sanitaire de la qualité des denrées alimentaires en période de fête de fin d'année, dont le lancement est officiellement fait par le directeur général de l'ABSSA. L'objectif de ces opérations est de retirer du marché les denrées alimentaires impropres à la consommation afin de prévenir les cas d'intoxication alimentaire et de protéger la santé des consommateurs sur l'ensemble du territoire national. Au délai du directeur des contrôles sanitaires de la structure, les commerçants indélicats s'exposent à des sanctions prévues par la loi. Cette campagne prend fin le 31 décembre 2025. L'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers est plus que jamais déterminée pour une meilleure gouvernance des zones frontalières au Bénin. Elle a organisé 2 jours durant à Parakou un atelier de formation des points focaux, suivi évaluation sur le système d'information de gestion des espaces frontaliers. La session qui s'est tenue à la préfecture pour doter CPF venus de communes des 4 départements du Nord des notions nécessaires pour la collecte des données sur le terrain. Compte rendu. Mettre sur pied une base de données fiable, capable d'offrir une cartographie des espaces frontaliers quant aux différents investissements que doivent faire les pouvoirs publics, c'est tout le bien fondé du système d'information nation de gestion des espaces frontaliers Saint-Gif, et c'est aussi tout le sens de cet atelier de 2 jours. Les points focaux que vous êtes, nous avons jugé que vous soyez nos partenaires au niveau de ces communes pour relayer les informations afin de faciliter la prise de décision. Et c'est un plaisir pour nous quand on sait qu'aujourd'hui, la réforme de l'administration territoriale voudrait qu'on puisse capitaliser toutes les interventions avec ce qui vient de naître en remplacement du FADEC, à savoir le Fonds
d'investissement au niveau des communes. Cette plateforme se révèle donc comme un outil stratégique d'aide à la prise de décision. Et pour permettre au PF de mener à bien leur mission sur le terrain, la BJF a outillé chacun d'eux d'un ordinateur portatif. Un ordinateur doté de logiciels spécialement conçus pour la collecte, la saisie et l'enregistrement des données du système. Il s'agira pour ces points focaux de déterminer, de faire une certaine spatialisation, de définir tout ce qui a été fait au niveau de ces localités frontalières par la BJF, par le gouvernement et par les partenaires afin de faciliter, à l'aide de cette base de données, de permettre à nous, au niveau de la BJF, de faire une spatialisation de nos interventions, un outil d'aide à la décision et permettre vraiment d'atteindre les communautés qui puissent désormais avoir le sentiment d'appartenance à la nation. Cette initiative de la BJF s'inscrit dans la droite ligne des différentes politiques menées ces dernières années par le gouvernement pour resserrer le lien entre l'État et les populations des zones frontalières. Il s'agit donc d'un exercice qui revêt une importance capitale. Chers points focaux, je vous félicite pour votre nomination donc, au sein de cette plateforme. C'est une invite à plus d'engagement pour mieux gérer donc, nos espaces et offrir de meilleures conditions de vie socio-économiques, culturelles et environnementales à nos concitoyens et leur montrer effectivement que l'État est avec eux. Il faut dire que les participants sont venus entre autres des communes de Tchaourou, Basila, Malanville et Bokoumbe. Le même atelier sera organisé les 11 et 12 décembre à Dassazoumen afin de couvrir les 36 communes frontalières que compte le Bénin. Des projets écologiques démarrent au Bénin. Ils ont été sélectionnés au titre de l'appel à projet 2024 dans le cadre du partenariat du Fonds national pour l'environnement et le climat avec le ministère fédéral allemand de l'environnement. C'est à travers le projet dénommé Mise en œuvre des priorités régionales et nationales d'adaptation en Afrique centrale et de l'Ouest. La cérémonie de remise des subventions aux 5 promoteurs de projets à Cotonou, dans ce compte rendu de Ouliat Sanoussi Henri Ganti. 5 projets ont été sélectionnés après l'appel lancé en juillet 2024 par le FNEC, Fonds national pour l'environnement et le climat, pour financer des projets d'adaptation dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 2 du PACO, dédiée au financement des initiatives nationales d'adaptation. 1. Projet de gestion intégrée des ressources halieutiques et promotion de l'économie verte pour la résilience des communautés du bassin versant de la rivière Sceaux dans la réserve biosphère de la basse vallée de l'Ouémé. Deuxième projet. Projet d'appui à la résilience des communautés agricoles des zones inondables de Zobodomé. Le troisième projet, restauration des terres et productivité agricole dans la commune de Omassé. Les 5 projets d'un montant de près de 558 millions de francs CFA seront exécutés sur une durée de 18 mois à travers le PACO financé par le ministère fédéral allemand de l'environnement, de l'action climatique et de la sécurité nucléaire. Cet accompagnement se fera à travers un suivi rigoureux, un appui méthodique constant, le respect des exigences financières et environnementales, ainsi que la capitalisation des résultats. Chers promoteurs de projets, que cet appui que vous recevez dans le cadre de la mise en œuvre de vos projets respectifs ouvre la voie à de nombreux autres promoteurs grâce au bon usage que vous en ferez. Les projets sélectionnés seront mis en œuvre dans les communes de Gogounou, Perere, Bomassé, Zobodomé, Zé et Souava. Occasion pour les bénéficiaires de remercier le FNEC et les partenaires et de réaffirmer leurs engagements, à savoir professionnalisme et rigueur, transparence et redevabilité. Nous mesurons la responsabilité qui est désormais la nôtre. Que chacun dans son rôle joue sa partition pour que ces projets que nous portons aujourd'hui soient un véritable levier de transformation positive pour nos populations. Le programme PACO vise à améliorer la résilience et les capacités d'adaptation au changement climatique des populations des pays cibles. Et les défis climatiques auxquels fait face le Bénin exigent des solutions concrètes, adaptées et inclusives.
On finit avec le lancement de l'édition 2025 des Jeux universitaires à Savalou. C'est un rendez-vous de challenge entre les sélections sportives des universités publiques et privées du Bénin. Cette année, 29 universités prennent part à la compétition en football, handball, basketball, volleyball et en athlétisme. Imet Hélène Amoussou et Georges Vaudin. Une fois encore, la compétition rassemble les meilleures sélections sportives des universités publiques et privées. Pour cette édition 2025, au moins 2000 participants sont réunis pour les Jeux universitaires du Bénin-JUB. Pendant 8 jours à Savalou, 670 athlètes, dont 30 en situation de handicap, vont challenger dans les disciplines comme le football, handball, basket, volley et l'athlétisme. Oui, nous sommes ici à Savalou. L'intensité des compétitions, la fraternité sportive et la valorisation de l'excellence est la chose la mieux partagée au niveau du ministère des Sports. Au nom du comité d'organisation, je voudrais formuler le vœu que cette 12e édition soit une réussite éclatante. Chers étudiants, vous qui êtes là aujourd'hui pour le sport, je vous souhaite du fair play et une bonne retrouvaille. C'est le moment pour vous de vous connaître, de vous découvrir. C'est une opportunité pour vous. L'événement est lancé par une cérémonie d'ouverture ponctuée de plusieurs tableaux artistiques. Au-delà des différentes rencontres, les journées seront aussi consacrées à la découverte du patrimoine culturel du département des Collines à travers des circuits touristiques dans les villes de Dassa-Zoumé et Savalou. La 12e édition des JUB, ce sera également des échanges constructifs autour de thématiques essentielles telles que la valeur citoyenne et l'engagement du jeune athlète envers les valeurs républicaines. Chers étudiants, je vous invite à vivre ce moment avec enthousiasme, responsabilité et esprit de fraternité. Vous êtes ici pour performer, certes, mais aussi pour apprendre, partager et grandir. Mesdames, Messieurs, je suis particulièrement heureux d'annoncer que dans un souci d'équité, nous avons procédé à l'harmonisation et au relèvement significatif des récompenses, et ce, quelle que soit la discipline. Le sport et l'éducation sont les piliers de la construction d'une citoyenneté responsable, fondée sur le respect, l'excellence, la solidarité et le fair play. Pour rappel, les JUB sont une initiative du ministère des Sports portée par l'Office béninois du sport scolaire et universitaire OPSU. Le déroulement de la compétition cette année a été stratégiquement repensé, notamment dans les phases de zone avec l'implication du Centre des œuvres universitaires et sociales COUS, des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Tanguy, c'est la fin du bulletin d'information. Florence, merci beaucoup pour la présentation. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Bonne journée. Mesdames et messieurs, dans la suite de cette émission, je vous propose de recevoir tout de suite et maintenant mon invité. Comme je l'ai annoncé au début de cette émission, mon invité c'est Eskil Agbo, acteur du monde culturel, éditeur de livres et promoteur du salon du livre des éditeurs. Eskil, bonjour. Bonjour, Dr Tanguy, j'espère que vous me portez bien. Ça va, et vous-même? Je me porte bien. Merci beaucoup d'avoir décroché mon appel ce matin pour ces échanges-là. Comment va le secteur de l'édition du livre au Bénin? Alors, merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais apporter une précision. Le salon du livre des éditeurs, je n'en suis pas le promoteur. C'est une initiative de l'association professionnelle des éditeurs de livres du Bénin. C'est ça. Dont le président est le professeur Dieudonné Niamato. C'est ça. Donc, je ne suis pas l'initiateur, c'est une initiative ou un événement de l'association. Voilà. Alors, maintenant, ma question, oui. Comment va le secteur de l'édition du livre au Bénin? Le secteur de l'édition du livre au Bénin se porte bien. Nous avons de nouvelles maisons d'édition, nous avons de nouveaux titres, nous avons de nouveaux événements littéraires organisés par les maisons d'édition. Donc l'édition se porte bien malgré tout ce qu'on sait. Ça veut dire que pour mieux réussir, il faut venir dans le secteur? Je vous demande pardon. Est-ce que tout va très bien? Non, je n'ai pas dit que tout va très bien, mais je dis que tout va bien. Il y a
il y a des épreuves qu'il faut surmonter. Lesquelles, par exemple? Bon, aujourd'hui au Bénin, la véritable épreuve que les éditeurs doivent surmonter, c'est l'épreuve de financement de l'édition. Je voudrais surtout parler de l'appui à l'édition, et cela doit relever de la volonté de l'État. Nous savons que dans les autres pays au monde, où le secteur du livre est beaucoup plus développé, il y a un système, un dispositif d'appui à l'édition du livre dans le pays. Chez nous, on n'en a pas encore, donc les éditeurs ou les maisons d'édition se débrouillent qu'elles peuvent. Sinon, tout va bien en dehors de cet appui que nous demandons depuis quelques années, mais qui n'est pas encore venu. Tout va bien, il y a des efforts qui sont faits dans le secteur. Alors, faut-il tout attendre de l'État? Pourquoi est-ce que les acteurs privés ne peuvent pas être sollicités aussi pour accompagner justement le secteur de l'édition du livre, étant donné que c'est une question de foisonnement d'idées, c'est une question de promotion d'idées aussi? Oui, mais l'État est le premier garant de la culture. Hein. L'État est en réalité le premier promoteur de la culture du pays. Et l'édition du livre, c'est une forme de promouvoir, de valoriser la culture. Les auteurs béninois n'écrivent pas pour promouvoir la culture nigérienne, la culture nigériane, la culture malienne. C'est d'abord la culture béninoise. Donc, puisque l'État est le garant de cette culture, c'est l'État qui répond en premier de cette culture. Il a le devoir d'accompagner tous ceux qui travaillent dans la valorisation, la promotion ou la préservation de cette culture. Donc, c'est d'abord du devoir de l'État. Maintenant, les privés, oui, peuvent accompagner, mais nous savons dans notre pays combien de privés rentrent dans le secteur de la culture au Bénin. C'est vrai, quand on prend le secteur de la musique, on voit que des privés les accompagnent, mais comment et combien? Donc, c'est d'abord le rôle de l'État. C'est ça. Les éditeurs qui demandent un appui ou un accompagnement de l'État dans le processus d'édition de livres, ils n'ont pas tort parce qu'ils savent que cela relève du rôle de l'État. Alors, vous êtes donc membre de l'association qui a initié, je dois dire, le Salon du livre des éditeurs. C'est quoi l'objectif de cette initiative? L'objectif, c'est de réunir annuellement les acteurs de la chaîne du livre, notamment ceux du sous-secteur de l'édition, autour des questions qui les concernent. Nous savons que tous les secteurs au monde évoluent. Chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a de nouveaux éléments qui viennent dans les sous-secteurs. Donc, c'est une occasion que les éditeurs se donnent pour parler de leur métier, pour échanger sur les défis actuels de leur métier, décider de l'avenir de leur métier, mais également réunir tous les autres acteurs de la chaîne du livre autour de la question littéraire. C'est vrai, on nous dira qu'il y a le Salon national. Oui, j'allais le dire, est-ce que ce n'est pas une duplication justement du Salon national du livre? Non, la différence, c'est que le Salon national du livre est organisé par l'État. Oui. C'est l'État qui l'organise à travers l'Agence de développement des arts et culture, alors que le Salon du livre des éditeurs est organisé par les professionnels, même les acteurs même. Il y a déjà cette petite nuance. Les acteurs, les professionnels ne sont pas fortement impliqués. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas impliqués, mais ils ne sont pas fortement impliqués dans l'organisation du Salon national du livre. Donc, ils n'ont pas vraiment de pouvoir de décision dans l'organisation de ce salon, alors qu'en tant que professionnels, ils ont des choses à dire, ils ont des choses à relever, ils ont des choses à promouvoir. Donc, ils se sont donné une occasion à travers le Salon du livre des éditeurs qui a sa deuxième édition cette année. Donc, ce n'est pas une manière de dupliquer ou de recopier ce que l'État fait, mais c'est l'événement des professionnels. C'est ça. Mais on a l'impression aussi que c'est pour faire un peu de la concurrence au Salon national du livre, non? Vous le mettez un peu à côté, justement, en termes de date, hein, à côté du Salon national du livre. Non, il n'y a pas de concurrence. S'il vous plaît, il n'y a pas de concurrence.
quand vous allez au Sénégal, il y a plusieurs événements du livre. Il y a plusieurs. Nous avons, dans un même mois, ou dans une même année, nous avons plusieurs événements littéraires. Il y a ceux qui sont organisés par les structures prises individuellement. Il y a ceux qui sont organisés par l'association des écrivains, l'association des éditeurs, mais il y a également les événements littéraires qui sont organisés par l'État. Ce n'est pas de la concurrence, mais c'est une manière de montrer à la face du monde que le livre vit au pays. Vous savez, nous sommes environ 13 ou 14 millions de Béninois. Le Salon national du livre se déroule depuis que c'est créé, c'est à Cotonou, ça se déroule. Alors nous, en tant qu'éditeurs, nous avons envie de rapprocher l'ouvrage des populations du grand public, pas seulement le public de Cotonou. La première édition, nous l'avions fait à Cotonou, mais la deuxième édition, nous l'avons fait à Porto Novo. L'année prochaine, nous pouvons décider d'aller dans une autre ville pour davantage rapprocher l'ouvrage, le livre, la littérature du grand public, de la population. Ce qui n'est pas vraiment le cas au niveau du Salon national, qui est à 90% concentré à Cotonou. Nous pensons qu'il faut déplacer, mais ce n'est pas de la concurrence. On complète ce que l'État fait. On ne peut pas faire de la concurrence à l'État. Alors, quelle a été, je dois dire, l'affluence et l'intérêt du public de Porto Novo? L'affluence et l'intérêt du public, il faut d'abord dire qu'un événement pareil, c'est carrément la toute première fois que cela se déroule dans la ville capitale, surtout à la Bibliothèque nationale qui a été le siège ou le village de l'événement. Nous avons vu l'engouement que le public porto-novien, notamment le monde scolaire, a nourri pendant les 3 jours de cet événement. Cela prouve qu'il y avait un vide là qu'il fallait combler. C'est vrai, pour certains, il y a eu, comment dire, des pas de curieux qui sont venus découvrir ce qui se fait là, mais il y a d'autres qui savent déjà, connaissent le monde du livre, mais qui sont venus renforcer ce qu'ils savaient déjà à travers les activités que nous avions eues pendant ces 3 jours. Donc, je pourrais dire, sans risque de me tromper, que le public a bien accueilli l'événement et ne nous dérangerait pas si nous décidions de revenir à Porto Novo pour l'édition prochaine. Pourquoi pas. Ce qui empêche les acteurs publics d'accompagner le livre et le secteur dans les pays africains, c'est surtout la difficulté à déterminer très clairement son apport économique, puisque tout est accroché à l'économie. Qu'est-ce que vous répondez à ces acteurs politiques qui pensent que le livre n'apporte rien en termes d'économie? Il y a un ancien ministre d'un ancien gouvernement qui, présentant le bilan de son sous-secteur, donc le bilan du secteur de la culture, disait que la littérature n'est pas sexy. C'est pourquoi elle ne réunit pas du monde autour d'elle. Vous savez, quand nous prenons le secteur du livre, du test de l'auteur jusqu'à la sortie du livre en librairie, c'est un ensemble de corps de métier qui travaillent. C'est environ une dizaine de corps de métier. Au moins une dizaine de corps de métier. Alors lorsque, pour la sortie d'un ouvrage, on a une chaîne de métiers qui est sollicitée, on perçoit clairement là qu'il y a un poids économique qui est exercé. Les politiques savent bien que le livre est un sous-secteur qui a un poids économique. Ils ne veulent juste pas voir parce que le livre ne réunit pas la foule. Le livre ne réunit pas un grand monde, alors que le décideur politique veut aller là où il y a du monde, là où il y a la foule, pour pouvoir faire son one-man show, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau du livre. Donc, pour moi, ils le savent. Ils savent qu'il y a un aspect économique, il y a une économie du livre. Mais ils ne veulent pas marcher dans ce sens parce que ce n'est pas un sous-secteur qui réunit le monde
qui réunit la foule, comme la musique par exemple. Donc c'est ce que je pourrais dire. Sinon, pour moi, ils ne sont pas ignorants de l'aspect économique du livre, parce qu'il y a de l'auteur jusqu'en librairie, et maintenant les intrants qui entrent dans la fabrication du livre, tout cela, vous savez, il y a une structure dont je tais le nom, et, qui est basée au Bénin, ici, une structure détenue par des étrangers. Mais cette structure ne vend que le papier que les maisons d'édition utilisent dans la fabrication du livre. Alors, s'il n'y avait pas un poids économique, s'il n'y avait pas un volet économique dans le livre, je pense que cette structure qui est là depuis plus d'une vingtaine d'années aurait déjà fermé. Nos politiques voient l'aspect économique. Le problème, c'est qu'eux, ils veulent aller là où il y a la foule. Alors que le livre ne réunit pas la foule. C'est tout. Alors, une dernière curiosité, le temps de vous laisser vaquer à vos occupations de la matinée. On a eu beaucoup d'initiatives comme ça, littéraires au Bénin, qui sont morts de leur plus belle mort. On a bien l'impression qu'en termes d'organisation et d'initiative, oui, les acteurs du livre sont très inspirés, mais ils n'ont pas le souffle pour tenir sur le long terme. On a eu beaucoup d'initiatives, mais on ne va pas les citer, qui sont très rapidement morts. Quel avenir pour justement votre initiative qui s'est tenue la semaine écoulée? Notre avenir, la chance déjà de notre avenir, c'est que ce n'est pas un individu ou bien ce n'est pas une structure qui l'organise. Mais c'est une association de plusieurs structures, c'est une association de plusieurs maisons d'édition. Et donc, le Salon du livre des éditeurs a cette chance de réunir plusieurs maisons d'édition, plusieurs éditeurs. Et donc, plusieurs énergies à la fois, ça pourrait faire perdurer l'événement dans le temps. Est-ce que Lagbo, merci. Merci beaucoup. Très bonne journée. Retour à Cotonou, mesdames et messieurs, voici maintenant les sports. Vous en entendrez parler au quotidien pendant un mois, sinon plus peut-être. Il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. Candide, bonjour. Bonjour. Et en prélude à l'événement, les Guépards du Bénin sont désormais presque au grand complet pour justement la préparation. Encore quelques têtes qui vont rejoindre l'effectif à Ben Slimane pour rendre le groupe au complet, et ils vont fouler le sol marocain dans les prochaines semaines. Déjà retenu que certains sont arrivés au camp de base ce lundi en soirée. Cécile Dameda, Johan Roche et Mohamed Tidjani ont rejoint le groupe. Il ne reste donc plus que Tosin Egon, Olivier Verdon, Rachid Moumini et Junior Laïtan pour rejoindre l'effectif, et surtout le dispositif que met en place Gano 3 pour tenter de faire une remarquable participation à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations avec l'écurie des Guépards du Bénin, tout comme les écureuils d'alors en 2019 en terre égyptienne. Ce mardi matin, après la pesée d'eau et autres, les Guépards s'entraîneront à partir de 10h30 sur le terrain du ZID à Ben Slimane en terre marocaine. En tout cas, de grands challenges attendent les Guépards du Bénin dans un groupe D où Steve Mounier et ses coéquipiers feront face à des léopards de la République démocratique du Congo, les zèbres du Botswana et les lions de la Teranga du Sénégal, et ici prête pour aller à la bataille. Et on va parler maintenant d'un pays archi-favori, en tout cas de cette édition de la CAN. Il s'agit notamment du Sénégal, et ceux qui vont constituer l'équipe des Lions de la Teranga, cette rencontre continentale, eh ben, ils sont qu'on... Oui, la Fédération sénégalaise de football a dévoilé samedi la liste des 28 joueurs convoqués par le sélectionneur des Lions de la Teranga du Sénégal pour cette 35e édition de la Coupe d'Afrique et des Nations. Les Lions de la Teranga du Sénégal qui avaient éliminé l'équipe béninoise en quart de finale en 2019 et qui seront les derniers que les Guépards vont affronter en phase des groupes de cette édition de la Coupe d'Afrique et des Nations. Les 28 Lions qui seront donc au royaume chérifien pour le compte de cette CAN royale sont 3 gardiens de but, Edouard Mendy, Maurice Diaw et puis Ndevan Diouf. En défense, on a Khalidou Koulibaly, le capitaine, Moussa Niakité, El Hadj Malik Diouf
Et puis Crépin Diatta, sans oublier Mamadou Sarr, Ismail Jacobs, Antoine Mendy, Abdoulaye Seck et Ilaï Kamara. En milieu de terrain, Idrissa Gana Gueye, Lamine Kamara, Bib Diarra, Pape Gueye, Pape Matassa et puis Pathé 6. En attaque, Sadio Mané est bien présent sur la liste des 28 joueurs convoqués, tout comme Nicolas Jackson, Ismail Assar, Boulaye Dia, Chérif Ndiaye, Ilman Ndiaye, Habib Diallo, Ibrahim Mbaye, Cheikh Sabali et puis Hassan Diao sont donc les joueurs convoqués par le sélectionneur pour défendre les couleurs du Sénégal à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le coup d'envoi qui sera donné dimanche prochain et donc dans moins de 6 jours en terre marocaine, il faut dire, entre les Lions de la Terre du Maroc et les Comoriens. Ça sera dimanche à partir de 20h. Avant cette rencontre et surtout l'ouverture de la compétition, il faut dire que tout comme les Guépards, d'autres équipes s'affûtent pour l'échéance en vue. L'exemple du premier adversaire du Bénin en phase de groupe, la République démocratique du Congo, qui défie cet après-midi l'équipe de la Zambie, les Chipolopolo de la Zambie en match amical international, les Léopards de la Teranga et les Léopards de la République démocratique du Congo qui seront face à leurs homologues zambiens cet après-midi dans le cadre d'un match amical international, le temps de mieux affûter les armes et surtout le temps de prendre ce match de préparation pour avoir certaines certitudes et mettre en place une équipe compétitive pour la compétition. Au-delà de cette affiche, on aura droit à 2 autres affiches ce mardi, toujours dans le cadre des matchs amicaux internationaux en prélude à la Coupe d'Afrique et des Nations qui pointe à l'horizon. L'Afrique du Sud va défier l'équipe du Ghana à partir de 15h puis à 19h. Il faut dire qu'on va assister à une rencontre entre Pharaon d'Égypte et Super Eagles du Nigeria, mais avant il y aura cette rencontre entre Léopards de la République démocratique du Congo et Chipolopolo de la Zambie à partir de 16h. Allez, on va s'intéresser à autre chose. Ouais. On va parler justement de ce rendez-vous qui se tient actuellement en Angola. Il y a 39 jeunes athlètes béninois qui participent du 10 au 20 décembre prochain aux 4e Jeux africains de la jeunesse. Une compétition continentale qui est réservée aux athlètes de moins de 17 ans, dans laquelle les représentants béninois sont engagés dans 10 disciplines, dont l'athlétisme, le basketball 3 contre 3, la boxe, le cyclisme, l'escrime, le beach volley, le karaté de la natation, le tennis et le tennis de table. En natation, le jeune nageur Shalom Teboitre s'est illustré par des performances en nette amélioration sur les 100 mètres nage libre. Il a battu son record personnel sur le 50 mètres papillon. Il a réalisé un temps de 28 secondes 62. Aligné pour la première fois au 100 mètres papillon, il a enregistré un chrono d'1 minute 6 pour une 17e place sur 22 participants. En athlétisme, les jeunes talents béninois ont enregistré des performances marquées par des progrès individuels. Ruth Agbado a amélioré son record personnel sur les 100 mètres, passant de 12 secondes 98 à 12 secondes 75, échouant à 7 centièmes d'une qualification pour la finale. Rufine Sonon s'est qualifiée pour la finale du 800 mètres qu'elle a bouclée en 2 minutes 20 secondes 17 en saut en longueur. Espoir Kwasi a terminé 8e de la finale avec un saut de 6 mètres F22, un nouveau record personnel pour le jeune athlète sur les 200 mètres. Ramziat Amadou s'est classé 4e en demi-finale, puis 6e en finale avec un temps de 26 secondes 80. Sur les 400 mètres, Ramziat Amadou termine 5e de la phase finale avec un temps de 59 secondes 76. Et puis au beach volley, il faut le dire, les équipes béninoises ont fait face à une concurrence relevée avec des adversaires bien plus âgés. D'autres athlètes béninois feront leur entrée en compétition au cours de cette semaine, notamment aux épreuves de tennis, de la boxe, de l'escrime, du basketball 3 contre 3, offrant donc de nouvelles opportunités de performance et surtout
de médailles pour la délégation béninoise. Dans quelques jours, Cotonou sera en ébullition pour de grandes finales de MMA et de la PFL Africa en tant que Professional Fighters League Africa. 4 ceintures de champions seront en jeu lors des finales qui s'annoncent et qui vont permettre de couronner les tout premiers champions africains de MMA dans la capitale économique béninoise. Le Bénin y participe aussi avec un athlète professionnel, un combattant professionnel. Il s'agit de Jean Dos Santos qui va défendre les couleurs nationales pour cette échéance qui s'annonce pour le samedi prochain. Que retenir du combattant béninois? Comment est-ce qu'il se prépare pour cette échéance et surtout quelles sont ses ambitions pour cette compétition qui s'avance à grands pas? La réponse de tout ceci dans le document de la semaine de ce mardi. Tout est dit dans le regard. La rage de vaincre et la détermination de toujours porter haut les couleurs nationales au cours de chaque duel dans la cage. Jean Dos Santos, alias Black Panther, le combattant professionnel béninois qui a tout pour être le prochain roi incontournable du MMA africain et même international. Le jeune garçon, né dans les rues béninoises, formé dans le club Refioso MMA de Cotonou, bat peu à peu son sentier vers le sommet du MMA mondial. Avant même de braver la moitié du chemin, il a déjà inscrit son nom dans les annales du MMA mondial. Taking on Jean Dos Santos. Here we go. Whoa! Oh my God! What the hell? Whoa! Stop! Oh no! Oh! Oh my God! What? Un chaos retentissant en 8 secondes qui lui permet de décrocher sa première ceinture africaine des poids légers. Une prouesse avec laquelle Jean Dos Santos devient le premier béninois à entrer dans le top 10 des KO les plus rapides de l'histoire du MMA aux côtés des légendes comme Georges Masvidal, Duane Ludwig ou encore Norifumi Yamamoto. Déjà, c'est Francis Ngannou qui motive à peu près, un bon gars aussi qui donne tout ce qu'il a en combat. Alors il m'inspire beaucoup et j'apprends de lui en fait. Un jeune combattant professionnel de la vingtaine qui n'est plus à présenter dans l'univers du MMA, notamment dans la catégorie des poids légers. Des KO et des victoires sur décision du jury, il en compte déjà plusieurs à son actif. Le président de la fédération, on le remercie déjà parce que c'est lui qui essaie de nous orienter, de nous ouvrir les bons chemins pour nous placer sur des bonnes voies, pour plus acquérir d'expérience à l'extérieur. Et la famille me motive en pensant à eux, papa, maman, la famille et tout. Ça me donne le courage de toujours continuer les rêves. Focus sur le chemin vers ses rêves professionnels, Black Panther garde la même détermination et le même appétit pour des victoires encore plus grandes, notamment les KO les plus historiques. Aujourd'hui champion d'Afrique, Jean Dos Santos va défendre les couleurs nationales le 20 décembre 2025 à l'occasion des grandes finales MMA de la Professional Fighters League PFL Africa. Un grand rendez-vous de combat en cage qui va réunir à Cotonou la crème des arts martiaux mixtes du continent. Et comme il sait si bien le faire, le jeune combattant béninois entend poursuivre sa domination dans la catégorie des poids légers. La préparation, ça se passe bien avec mes coachs qui sont toujours là pour m'accompagner, m'accorder leur soutien, les bonnes techniques. Chaque fois, les répétitions à l'entraînement, jusque-là, ça va pour la forme. Plusieurs semaines déjà que Black Panther enchaîne les séances de préparation en prélude à ce tournoi inaugural de la PFL Africa. Un challenge qui ouvre la voie vers l'écosystème mondial de la Professional Fighters League. Un événement grandiose que le Bénin, monde de splendeur, s'apprête à abriter. 4 grandes finales entre des meilleurs combattants du continent qui s'affronteront pour la gloire et le titre. On donne le meilleur de nous à l'entraînement et
la victoire sera pour le peuple béninois. Et déjà, gagner ce combat pour le peuple béninois serait une grande joie et pour le peuple. Donc, zéro pression, c'est comme d'habitude. L'objectif, c'est de remporter ce combat et la victoire sera pour le Bénin. Une nouvelle promesse de victoire de Jean Dos Santos au public sportif béninois. Cette fois-ci, c'est un défi qui vient à lui à domicile. Au niveau de la catégorie des poids légers du tournoi inaugural de la PFL Africa, le jeune béninois va défier le combattant nigérien Cornell Thompson pour la ceinture continentale. Avec les coachs, on a vu plusieurs techniques et on le répète à chaque fois. On s'adapte toujours au game plan. Pour mon adversaire, j'ai mon game plan, je le réserve des bonnes surprises, j'ai mon game plan à moi. Et on l'a plusieurs fois étudié avec mes coachs, ces vidéos de combat et tout. Et donc, on le réserve des bons game plans. Assoiffé de victoire, Jean Dos Santos compte bien s'adjuger la ceinture dans sa catégorie en vue de rendre fier le public sportif béninois. Outre la ceinture de champion poids léger de la PFL Africa dans le viseur, il pourrait aussi décrocher la cagnotte d'une prize money de 100 000 $ américains, l'une des plus importantes récompenses financières pour un athlète professionnel en Afrique subsaharienne. Voilà donc le dossier du jour, le document de la semaine de ce mardi qui s'intéresse aux arts martiaux mixtes, notamment le MMA comme tous le connaît. Il faut le dire, Jean Dos Santos va défendre les couleurs nationales samedi prochain à l'occasion des grandes finales de la PFL Africa. Il faut dire une grande échéance qui s'annonce et qui verra venir à Cotonou l'élite des arts martiaux mixtes et Jean Dos Santos compte bien dominer les débats dans sa catégorie. Allez Tanguy, on s'est arrêté ici ce matin. Merci beaucoup à vous, Candide, pour le passage ce matin, sujet donc de l'actualité des sports. On va se donner rendez-vous demain mercredi. Bonne journée. Oui, à demain. Mesdames et messieurs, je vous propose de marquer une pause. Vous attendez certainement à recevoir par ici Madame Santé. Le rendez-vous ne sera pas tenu. Ça va être certainement mardi prochain. Je vous propose donc qu'on marque une petite pause. Et puis, vous allez suivre le magazine de la matinée, le temps qu'on vous revienne avec les débatteurs. La passion du foot ne s'éteint jamais. On se prépare, on y croit, on vibre. Parce qu'être supporter va au-delà d'un match. C'est porter nos couleurs haut. Et quand vient le moment de célébrer... S'avance, de bien. Il reçoit le ballon. Hop là, petit pont magnifique. Il élimine deux défenseurs. Quel but extraordinaire. Quel talent exceptionnel. La magie du football. Comme vous, la Béninoise se met en maillot. Découvrez la toute nouvelle étiquette spéciale et vivez les émotions du foot. La Béninoise, la fierté du Bénin. Sur nos plateaux, les débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaque personnelle et des discours de haine. Un média responsable, c'est un gage de confiance pour les citoyens. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable à tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit pouvoir être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias un outil de paix,
de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle, c'est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité afin que chacun vote en toute conscience. Donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité, voilà le sens de notre engagement en période électorale. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sorti d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Donc il était vraiment rigoureux avec vous. Vraiment rigoureux avec nous. Sinon déjà à 7 ans on a commencé la musique, on pouvait aller dans le décor. La pause ce matin, je lui ai déclaré encore ma flamme. La photographie, selon moi, c'est écrire la lumière. Communiquer. 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 Betty est célibataire. Et surtout, me retrouver encore devant Aïcha Koné. Ouais. Après plus de 10 ans. J'ai vu un homme qui a été battu par sa femme. On a montré la photo, c'était horrible. Et je me suis dit, mais il attend quoi? Quel ONG s'occupe de ces cas-là? Vous devez avoir votre convention de vente, bien évidemment, ce qui montre que vous avez acheté le domaine. Oui, je voudrais vous inviter à faire massivement le déplacement. Quand je vous dis que je suis chargé d'onction, c'est-à-dire... Nous préparons la journée internationale du jazz, qui va être encore cette année, comme d'habitude, un truc... Non, j'ai laissé le côté humoriste, parce que franchement, le Béninois, pour faire rire le Béninois, c'est compliqué. Pour faire rire le Béninois. Donc ce qui nous oblige tous aujourd'hui à nous intéresser à la chose technologique. Aujourd'hui, spécialement, nous allons parler du massage, Madame Florence. Est-ce que par moment, il n'y a pas des hommes qui... Oui. Ah oui? C'est le risque du métier. C'est le risque du métier. Donc vous les laissez d'abord? Bon, oui, on essaie de... Il y a une méthode de voilà, de les calmer. Quand je vous dis Amozobogla, c'est ça qui a formé le Zogla. Vous dansez des djis. Vous dansez des djis, ça fait Zogla dance. Voilà. Inspiration. On va checker la liste. Oui ou non? Moi, heureusement que j'ai jamais eu d'ex. Oh, le ciel va tomber. Prends bien soin de moi, chérie, ne me néglige plus. Bravo. Merci à toute l'équipe. Vous êtes tout simplement formidables. On se donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle aventure sur le plein de midi. Au revoir.
Au revoir. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Aranz-Oglélé lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24.
Nadine est étudiante en 2e année d'anglais à l'université d'Abomey-Calavi. Depuis plus d'1 an maintenant, elle a décidé pour s'occuper de Parce que quand je me connectais, souvent je et j'ai commencé. En découvrant les possibilités de faire des affaires en ligne, Nadine a décidé de se donner sa chance. Avec un petit capital de départ, elle se fait un stock de produits dont elle met les photos en ligne sur ses canaux digitaux d'information et de communication. À longueur de journée alors, elle a l'œil à l'écran de son téléphone qu'elle ne quitte pas d'une seule seconde. Elle est en contact permanent avec des clients virtuels qui deviendront réels par le coup de la chance. Et elle partage les photos de ses produits et répond aux questions des différents clients curieux. À chaque fois que quelqu'un m'écrit, tu dois prendre le temps de répondre. Même si la personne veut juste demander le prix, tu réponds. Donc il n'y a pas de moment précis, il faut être toujours connecté. Pour réussir à décrocher un client, il faut écrire et parler des heures et des heures, vanter les produits, supporter des propositions indécentes ou accepter même des railleries pour à la fin ne rien vendre du tout. C'est aussi cela, vendre en ligne. Mais il arrive aussi des jours de chance. Nadine peut tomber sur des personnes vraiment intéressées. Les échanges ici alors sont plus simples. Rapidement, elle peut conclure une affaire. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous voulez les deux là, non, il n'y a pas de souci. En comptant sur ses clients et surtout sur la taille de ses affaires, ce n'est pas grand-chose à la fin du mois. Nadine a juste de quoi répondre à l'essentiel pour survivre. Le e-commerce me permet surtout d'assurer mes photocopies. Parce que les photocopies, ça bouffe un peu. Ça me bouffe un peu. Donc, quand je vends mes articles, j'ai au moins de quoi payer mes photocopies. Ou bien mon déplacement pour aller sur le campus et revenir. Mais c'est déjà important. C'est pour cela que l'étudiante travaille à maintenir l'activité et surtout à rêver de la faire grandir. Mais pour le moment, il lui faut déjà une cliente pour la journée en urgence. À chaque jour suffit sa peine en effet. Pour la livraison, ça va faire 500. Ça va faire 500 pour la livraison. Maintenant, vous êtes dans quelle zone exactement? Dans la zone de Malagreta. Dame Chance, qui n'est pas loin, a décidé aujourd'hui d'être à ses côtés. Ce n'est pas tous les matins que cela arrive. La cliente à l'autre bout du fil a accepté d'acheter. Ok, bon, actuellement je suis non loin du gazoduc là. Je suis dans un centre là qu'on appelle Joal. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est après l'école La Fierté qui est au bord du pavé. Déjà arrivé au niveau de La Fierté, si vous demandez c'est où Joal, les gens vont vous l'indiquer. Donc déjà si au plus déjà dans 45 minutes comme ça, vous pouvez déjà être là. Parce que c'est ça, je vais attendre avant de bouger en fait. Sinon qu'en réalité, je ne suis pas vraiment dans la zone, j'ai juste fait un tour. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Même, déjà dans 10 minutes, dans 15 minutes, je serai là. Maintenant, à
arrivé, moi, je vais vous appeler. Je vais vous appeler une fois là. Pour des articles vendus entre 1000 et 6000 francs CFA, il faut espérer un bénéfice d'à peine 3 ou 500 francs CFA. Cumulé tout au long de la journée, cela donne une petite provision financière pour soulager les petits besoins d'une étudiante. Aujourd'hui, le e-commerce pour moi, ça m'aide vraiment. Ça m'aide vraiment parce que il n'y a personne pour te dire, bon, prends ci pour tes besoins, prends ça, ça c'est pour peut-être manger et tout ça. Donc ça me permet de survivre, de subvenir à mes besoins. Oui, il y a d'autres activités que je fais. Par exemple, cette année, j'ai eu à faire des jobs. J'ai eu à faire d'autres jobs en dehors de mes commerces là. J'ai eu à participer à un événement promotionnel au des Sommer. J'étais hôtesse. C'était un truc de 15 jours. Donc, quand il y a des occasions du genre, je postule pour ça. Mais tout ça, c'est des opportunités occasionnelles. Pour le job de tous les jours, il faut compter sur son téléphone, sa disponibilité et surtout la résistance de ses doigts. Et actuellement, une cliente attend d'être servie. Nadine ne perd pas trop de temps. Sur les lieux, il faut prier pour que la cliente soit joignable. Ou même ne se rebiffe après avoir découvert le produit physique. Elle n'est pas en train de décrocher. Je vais lui écrire. Oui, ça arrive. Et puis tu vas essayer plusieurs fois, mais pas de réponse. Je laisse des messages. S'il n'y a vraiment pas de réponse là, je suis obligée de rentrer. Donc je vois qu'elle n'est pas près de son téléphone. Donc peut-être je vais essayer. Oui, allô, tata. Oui, allô. Je suis au niveau du centre là. Je suis au deux. Ah, ok, d'accord, un instant, je viens. Ok. Je vous attends dehors. Ok. Ok. Ah, c'est vous? Oui, bon, c'est vous qui vendez les colliers là. On peut se mettre par là-bas. Ok. Je peux voir. Mais vous en avez mis du temps, hein? Ça arrive comme ça, ça arrive. C'est sûr que c'est pas noir, c'est pas... Non. J'avais pris d'autres colliers là, vraiment, c'était pas Je peux vérifier. C'est un peu différent, hein? C'est pas exactement comme sur la photo. Si. Le décalage esthétique qu'il y a souvent entre la photo et l'objet peut parfois poser un problème entre les acteurs du e-commerce et leurs clients. Nadine croise les doigts alors. C'est sûr que ça ne va pas noircir. Non. Il faut que vous regardez la qualité de la chair. J'avais pris d'autres là, ça avait du noirci, ça m'avait un peu découragé. Non, ça va pas noircir. Ok. Ça va combien? Ça va 4 000. Tu veux pas me faire l'édition? Hein? L'édition, on peut y aider.
tu me donnes réduction la prochaine fois, je vais encore acheter. Pour lui, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas à faire réduction là. Je fais une réduction de 200 francs. Hey! Si j'ai 200 francs, peut-être la prochaine fois. Quand je vais sur le net, j'ai plusieurs options. Je vois les différences de prix, la proximité de celui qui vend, mais celle qui vend. Si ça m'arrange, je vois que c'est mieux, quoi. Et comme c'est aussi paiement la livraison, si je vérifie la qualité, c'est bon. Vous ne vendez pas des choses mauvaises là? Non. Puisque je dois regarder avant de payer. Si je regarde avant de payer, c'est que je suis d'accord. Donc il peut arriver, il arrive parfois. J'ai fait ça une fois, je n'étais pas d'accord parce que ce n'était pas la photo. La photo était truquée en fait. Donc je n'ai pas apprécié. Donc j'ai oublié. Mais là j'ai payé le déplacement. Et mais je n'ai pas pris le produit. Disons, comme je fais une réduction de 200 francs, ça revient, l'unité revient à 1800. Ok, donc ça à 1800 fois 2. Voilà. Ok. Plus les 500 francs. Ça, tu veux bouffer mon alliance ce matin. C'est la première fois. Comment vous trouvez son service? Oui, c'est bon. Elle n'est pas mal comme c'est bon. Je pense garder contact avec elle. Merci. Je vous en prie. Ciao, la monnaie, j'espère. Enfin, la transaction est terminée. La vendeuse peut pousser un ouf de soulagement. Cela n'était pas gagné d'avance. Je voulais garder ma monnaie pour prendre ces là. Quand la cliente a dit d'abord que c'est pas exactement comme ce qu'elle a reçu la photo, bon, ça fait un tic d'abord, mais bon. Mais comme elle a su apprécier aussi ce que j'ai amené, donc ça, je suis contente. Voilà. Vous avez eu peur quand elle voulait refuser la photo? Oui, là, ça fait peur. On se dit, mais j'ai fait tout ce déplacement pour ici et puis elle va dire maintenant qu'elle va prendre. Donc on essaie de trouver les mots pour. Une de gagnée à qui il faut surtout laisser une bonne impression. C'est pour la suite et pour la publicité qu'elle pourrait faire autour d'elle pour la fournisseuse. Et cela compte beaucoup, en tout cas pour ceux qui rêvent de voir grandir leur business dans ce domaine. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial. Avec le Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Chaque année, la SB2E subit des pertes énormes à cause du vandalisme. Plus de 600 millions de francs CFA dépensés entre 2020 et 2024 juste pour remplacer les matériels vandalisés. En 2023 seulement, plus de 200 millions de pertes. Derrière ces chiffres, il y a des réalités douloureuses. Des hôpitaux privés d'électricité, des quartiers entiers plongés dans l'insécurité, des familles et des commerces paralysés. Le vandalisme détruit des emplois et brise des vies. Le vandalisme n'éteint pas seulement la lumière, il nous coûte cher et met des vies en danger. Ensemble, protégeons nos installations électriques. La SP2E, des femmes et des hommes à votre service 24 heures sur 24. De la société civile et surtout des médias qui aussi ne s'engagent pas, mettons, dans le jeu afin de l'expliquer suffisamment aux populations. Je pense que ceux qui nous ont entraînés dans la fièvre du renouveau démocratique en 90 ont fait ce qu'il fallait, ce qu'ils pouvaient, mais aujourd'hui que nous avons avec le recul constaté tous les problèmes qu'il y a autour, nous pouvons commencer à les corriger courageusement et redonner le pouvoir aux citoyens électeurs. Il faudra aussi montrer l'exemple. Et on n'a pas l'impression que nos aînés nous aident beaucoup. Ils ne nous aident pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ceux qui s'opposent à un gouvernement ne s'opposent pas à ce gouvernement-là forcément parce que le pays recule. Ils s'opposent à ce gouvernement-là peut-être parce qu'on leur demande de le faire. Il y a des télécommandes qui disent ce président-là, il faut l'arrêter. Celui-là, il faut faire en sorte qu'il dégage. Et celui-là, il faut faire en sorte qu'il n'atteigne pas, qu'il ne réussisse pas tel projet. Vous voyez? Donc, il y a de ces choses-là qui se font avec les nationaux. Et c'est pour ça que les hommes politiques doivent faire attention à travailler pour le pays
plutôt que pour d'autres intérêts qui ne sont pas des intérêts nationaux. Alors, l'Afrique de l'Ouest a un problème avec la démocratie ou c'est plutôt Jacques Chirac qui avait raison en disant que la démocratie est un luxe pour les Africains? La réponse à cette problématique pourrait se trouver un peu dans ce que disait le professeur Maurice Arens-Oglele lorsqu'on faisait la popularisation de la nouvelle constitution de 1990, 90, oui. Où il disait que il faut absolument qu'avec le vent qui souffle là, pour qu'on ne soit pas dépassé par les événements, qu'on fasse en sorte que les fondamentaux de la démocratie soient enseignés. Que la Constitution soit enseignée à partir de l'école primaire. Que les questions touchant aux droits de l'homme soient enseignées à partir de l'école primaire jusqu'à l'université. De façon à ce que le citoyen ait l'élévation mentale nécessaire pour comprendre au fur et à mesure que les tests qui ont été désormais adoptés appellent de la part du citoyen un certain comportement. Canal 3 béné aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Sur nos plateaux, les débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaques personnelles et des discours de haine. Un média responsable, c'est un gage de confiance pour les citoyens. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable à tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit pouvoir être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias, un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle, c'est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité afin que chacun vote en toute conscience. Donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité, voilà le sens de notre engagement en période électorale. Une intervention rapide à Cotonou pour porter un coup de main à l'armée béninoise éprouvée par une tentative de putsch le 7 décembre. Une semaine plus tard, une réunion des chefs d'État pour décider de comment contrer ou prémunir les coups d'État dans l'espace ouest africain, avec en sus la décision désormais de dégager un peu de sous, de le mettre de côté au service justement des pays membres de l'organisation afin qu'ils luttent contre le terrorisme. C'est une nouvelle CEDEAO qui voit le jour. Franck, bonjour. Bonjour, Tanguy. Eric, bonjour. Bonjour, Désormais, Tanguy. on prend le taureau par les cornes. Oui, on prend le taureau par les cornes. Vous savez, c'est un enjeu sous-régional, mais à la fois
disons, une question de survie pour la CEDEAO. Si on a échoué dans la maîtrise de la stabilité à l'intérieur des pays, on peut s'accrocher à autre chose. Et je pense que l'un des défis aujourd'hui à relever dans la sous-région ouest-africaine, c'est la question de sécurité, notamment la lutte contre le terrorisme. Donc je pense que la CEDEAO a bien vu et est en train de jouer un peu sa légitimité régionale. Lorsque vous voyez les revers essuyés par la CEDEAO ces dernières années, notamment dans la gestion des crises liées à la démocratie, au maintien des institutions à l'intérieur des États, il est clair qu'on peut s'orienter vers d'autres horizons, on peut essayer de voir d'autres objectifs à relever. Et donc, la question de la sécurité, même si à l'interne des États, on parvient à résoudre les problèmes, c'est que autour de nous, ce n'est pas sécurisé. Et qui parle de on dit communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aucune économie ne peut se développer dans un environnement incertain, dans un environnement en proie à l'insécurité. Et donc, je pense que en prenant cette option-là, la CEDEAO a vu juste. Mais la question que je me pose, pourquoi c'est seulement maintenant? Parce que le terrorisme a pris du terrain, a gagné du terrain. Les terroristes dictent leurs lois dans la sous-région, au niveau par exemple du Nigeria, en dehors donc des assauts répétés de Boko Haram et de certains groupes armés, il y a le terrorisme également qui a évolué vers les pays comme le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Et voilà que ces pays-là se sont éloignés. En décidant de lutter contre le terrorisme, comment tout cela va se passer? Parce qu'on nous a dit que c'est une guerre asymétrique où seule la conjugaison des efforts peut nous permettre de véritablement les repousser. Les autres vivent en vase clos aujourd'hui et on se demande comment est-ce que ça va vraiment prospérer. On verra bien ce que ça va donner, si ce n'est que pour avancer un peu de sous, donner un peu de moyens aux États, peut-être en termes d'équipement. On verra bien ce que ça va donner. Mais c'est déjà bien qu'on s'y penche et que la structure sous-régionale puisse se mettre véritablement dans la bataille. C'est un bon début. Eric, chaque pays, en tout cas, ayant fait l'objet de l'attention de l'organisation sous-régionale, va bénéficier d'à peu près 2 milliards de francs CFA. C'est très modeste et très modique pour un problème aussi profond. En même temps, ce n'est pas rien, Tanguy, parce que c'est un effort qu'il faut d'abord saluer. Et rien ne nous dit que ça va être le tour des gestes que fera la CEDEAO à l'endroit des États qui sont concernés par ce phénomène. C'est un enjeu que tous les États membres de la CEDEAO partagent, parce que si ce phénomène arrivait à avoir raison des pays membres de la CEDEAO, il n'y aurait plus de CEDEAO. Donc la CEDEAO joue sa survie. La CEDEAO est consciente de ça et est convaincue qu'en mettant un peu de ressources à disposition des États, cela pourrait être, je dirais, une bouffée d'oxygène pour ces États et essayer de faire face à la menace. Nous savons qu'en la matière, il faut d'investissements, de lourds investissements, parce qu'il faut investir pratiquement sur tous les plans, sécuritaire, social. Il faut faire en sorte qu'au niveau des communautés frontalières, eh bien, que ces communautés puissent disposer des besoins les plus élémentaires et sentir la présence de l'État afin de ne plus tomber dans les pièges de l'ennemi. Les États essayent justement de faire ce qu'ils peuvent faire jusque-là. Donc c'est bien que l'organisation puisse marquer aussi sa disponibilité à accompagner ces États à partir de ce financement. Je pense que aujourd'hui, il n'est pas exclu que la CEDEAO, peut-être d'ici encore quelques mois, puisse à nouveau émettre, je dirais, un financement à disposition de ces États pour davantage les accompagner. Même à défaut même de ce financement qui a été mobilisé, la CEDEAO s'est toujours montrée soucieuse à l'endroit je dirais, de la question de la sécurité dans notre sous-région. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de financement non plus que la CEDEAO affichait une indifférence totale à ce qui se passait dans la région, parce que elle est concernée. Dès lors que les pays membres de l'organisation sont concernés, elle est aussi concernée. Et l'autre plan sur lequel la CEDEAO travaille, c'est vraiment de faire en sorte que
hier, je dirais, une vision partagée de la lutte contre ce phénomène et que ce que nous voyons à la date d'aujourd'hui où les États essayent de façon isolée à mener le combat contre le phénomène puisse trouver un ancrage des États à se mettre ensemble, à se mobiliser ensemble véritablement pour lutter contre ce phénomène. Et c'est peut-être là aussi qu'on pourrait encore davantage gagner du terrain dans ce combat-là. Il est vrai que les montants évoqués peut-être ne sont pas, je dirais, assez élevés, assez consistants, parce que quand on voit ce qui revient à chaque pays et que peut-être un pays décide de faire de l'acquisition en termes d'armement, je me dis, bon, combien d'équipements on pourrait acheter. Mais je pense que c'est assez modeste, mais en même temps, ça permet de réaffirmer la présence de la CEDEAO aux côtés des États qui sont concernés par la menace terroriste. Pourquoi maintenant, Franck? Pourquoi maintenant? Parce qu'on s'est rendu compte... La fin de Boko Haram, je crois que ça a commencé depuis les années 2000, un peu avant. Et avant ça, on a connu un peu de violences sectaires comme ça aussi dans la sous-région. Non, vous savez, le problème, par exemple, des organisations comme Boko Haram, les arguments qui sont avancés, on parle de pauvreté, on parle de marginalisation, on parle beaucoup plus de la redistribution inégale et inéquitable des ressources de l'État. C'est sur ces bases-là que ces organisations-là sont créées et sont entretenues depuis des années, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc, je pense que c'était beaucoup plus des problèmes en interne. Est-ce que la CEDEAO pouvait, par exemple, aller intervenir pour dire les ressources qui sont issues, par exemple, du pétrole, de l'exploitation du pétrole, donner telle part à telle autre? Et c'est eux seuls qui savent ce qu'ils mettent dans la non-redistribution, la redistribution inégale de ces ressources-là. Même quand vous arrivez à satisfaire un point de leurs revendications, ils en créent peut-être 10 autres. Donc, c'est pour dire que c'est des guerres beaucoup plus internes, mais qui ont pris des ampleurs sous-régionales. Et c'est cela qui dérange, je pense, la CEDEAO, qui a une certaine légitimité à pouvoir coordonner les actions afin d'éviter les problèmes qui vont miner le développement de la sous-région. Et ici, je pense qu'avec le montant qui est alloué, on ne peut pas les investir forcément dans l'acquisition des armements parce que c'est des dépenses de souveraineté qui sont déjà intégrées aux dépenses que l'État doit prioriser en termes de ce qui doit être dépensé, enfin, en termes d'investissement et tout. Mais ici, je pense qu'on peut orienter ces ressources-là dans la lutte contre la pauvreté, la marginalisation, comme je l'ai dit, pour relever un peu le niveau de vie des populations. Parce que si dans les zones frontalières, par exemple au nord du Bénin, si notre État avait depuis longtemps appliqué une politique qui permettait une présence de l'État dans ces zones-là, peut-être que ceux qui sont recrutés, les jeunes qui sont approchés et qui travaillent, qui sont intégrés, disons, aux groupes armés, peut-être qu'ils résisteraient parce qu'ils ont un petit emploi, ils ont de quoi se nourrir, ils ont de quoi tenir jusqu'à la fin du mois. Donc c'est l'absence parfois prolongée de l'État qui nous a mis dans cette situation. Donc je pense que ces fonds-là, au lieu de les investir totalement dans l'acquisition du matériel, des armes, il faut améliorer les conditions de vie. Par exemple, renforcer chez nous les actions de l'ABJF qui fait déjà beaucoup. Si on renforce par exemple les actions de l'ABJF, on pourra avoir des résultats parce qu'on pourra construire des écoles, on pourra créer de petites activités génératrices de revenus pour les femmes, parce qu'il y a également des femmes qui renseignent ces gens-là qui viennent intervenir sur nos territoires. Donc je pense que c'est l'utilisation qui en sera faite qui donnera un peu le résultat que nous espérons et on pourra évaluer au bout peut-être de 2 ans ou 3 ans ce que cette option de la CEDEAO va apporter dans la lutte contre le terrorisme. On a vu, c'est vrai, on peut dire qu'au début, les revendications sont d'ordre interne, mais Boko Haram, c'est quand même un groupe armé qui va contre un État et qui prend en otage des populations, qui l'assassine. Est-ce que la CEDEAO pouvait dire non, ça ne me regarde pas, que c'est un problème interne? Oui, c'est que ça a une ampleur qui véritablement
ne pouvait pas permettre à la CEDEAO de... la CEDEAO ne pouvait pas ralentir les effets des actions de ces groupes armés. Bon, quelle serait la solution? Aujourd'hui, quelle est la solution alors qu'ils s'attaquent maintenant au terrorisme? Parce que c'est une forme de terrorisme aussi, justement. Oui, je pense que ils ont analysé, ils ont retourné la situation dans tous les sens et analysé la situation, parce que aujourd'hui, je ne pense pas qu'on puisse donner 2 milliards à un État pour dire allez acquérir des armes. C'est très modique. Ça ne pourra même pas, les drones de renseignement et tout. Je ne sais pas si on peut, avec 2 milliards, acheter un seul drone de renseignement ou du matériel pour le renseignement. Donc, c'est très modique. C'est pourquoi je pense que c'est vrai, c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. Si au niveau des États, on n'en prend pas encore pour en faire des projets, des ateliers et tout, et qu'on injecte directement dans, disons, le vécu des populations, on aura des résultats. La CEDEAO prend des décisions certainement sur la base de tableaux qu'on lui présente, sur la base de situations réelles qu'on a sur le terrain. Mais on aurait voulu, comme vous l'avez dit, qu'on ait une action un peu... une réaction proactive depuis ce temps-là que Boko Haram, par exemple, sévit dans ce pays, dans le Nigeria et tout. Et même ici au Bénin, quand les choses ont commencé, la première attaque, on aurait pu avoir une réaction immédiate de la CEDEAO, injecter depuis ce moment-là de l'argent, parce que nous en avons souffert beaucoup. Il fut une année, je ne sais pas si c'est 2023, où nous avons eu successivement deux ou trois attaques dans une même année. Et je pense que c'est ce que les gens reprochent beaucoup plus à la CEDEAO. On n'agit pas véritablement au moment où il faut. Et cela, je pense qu'on a commencé par corriger avec le déploiement des forces lorsque nous avons connu les événements du 7 décembre dernier. Ça a été vraiment prompt et puis ça nous a permis de sauver les meubles ici au Bénin. Merci qui? Merci peut-être aux États de l'AES. Est-ce que quand même... parmi les raisons qu'ils ont avancées pour quitter l'organisation, il y avait cette absence de solidarité au sein de l'organisation pour contrer un mal qui était quand même sous-régional. C'est un discours propagandiste. Écoutez, c'est parce qu'aujourd'hui... ça n'existe pas en fait. C'est parce qu'aujourd'hui on parle de financement direct que la question elle est posée, mais sinon que la CEDEAO avait mené bien d'autres actions qui participaient à la lutte contre l'insécurité ou contre la montée de ce phénomène. Vous avez des corridors qui ont été déployés grâce à la CEDEAO, grâce au financement de la CEDEAO. Quand la CEDEAO apporte un financement qui trace la voie d'un pays vers un autre pays, où on met de la lumière et puis tout ça, c'est source de sécurité. Ça garantit justement une sécurité aux populations de toutes ces zones-là. Nous parlons là de terrorisme, pas de sécurité. Oui, non, mais justement parce que... En fait, jamais nous n'avons vu des poches justement de terrorisme en milieu peut-être urbain, en milieu désenclavé. Donc plus la CEDEAO accompagne des États justement sur l'ensemble de ces chantiers-là, plus ça participe aussi à éloigner ce phénomène de nos frontières. Et c'est d'ailleurs même ce que nous demandons à travers les explications de France, c'est qu'on appuie les États justement à ce qu'au niveau de ces zones, on puisse les viabiliser, on puisse les rendre plus modernes, et que ces populations puissent davantage sentir la présence de l'État dans ces zones-là. D'écoles, de centres de santé, des infrastructures marchandes, tout ce qui permet justement à un citoyen en milieu urbain de vivre bien et décemment, qu'on les retrouve aussi au niveau de ces zones-là. Donc oui, le financement peut faire ce qu'il peut faire, mais depuis toujours, la CEDEAO, à travers ses différentes commissions, transport, et éducation, sociale, santé, a toujours appuyé des États justement sur l'ensemble de ces domaines, même l'électrification aussi. Donc n'oublions pas tout ce travail que la CEDEAO a toujours fait aux côtés des États pour les accompagner justement dans ces domaines-là. Bon, aujourd'hui, les questions de financement, de façon spécifique pour accompagner ces États, ça vient justement en rajouter à toutes ces actions qui avaient été menées. Et je suis sûr que ça va se poursuivre parce que le mal est là. Enfin, ce n'est pas un mal qui va disparaître de jour au lendemain. Donc, ça ne va pas être le dernier geste qui se fera à l'endroit des États membres pour les accompagner dans la lutte contre ce phénomène. Alors, on va espérer de toute la façon que, effectivement, en tout cas, les sous-affectés aux pays membres de l'organisation puissent aller effectivement dans des actions
qui limite un peu la progression du phénomène dans la sous-région. Parce qu'on a vu des États qui avaient quand même alloué des budgets importants à l'acquisition de matériel, mais des budgets qui ont été détournés. Au Niger, par exemple, beaucoup de milliards ont été détournés, qui étaient quand même des frais destinés à doter l'armée nigérienne de moyens pour contrer le mal. Au Burkina Faso, on a eu ça aussi. Le Mali, n'en parlons pas. On va espérer donc que les politiques publiques soient vraiment transparentes là-dessus pour pouvoir permettre à ce que le phénomène soit ma foi, bien cerné et bien maîtrisé. Allez, l'autre axe sur lequel on peut en tout cas échanger, toujours concernant cet intérêt de la CEDEAO désormais pour le phénomène, c'est le volet mettant armé. On a pu voir que l'organisation a déployé à Cotonou, Franck, quand même un certain nombre de soldats pour aider un peu Cotonou à faire le nettoyage dans ses environs. Si la CEDEAO peut spontanément mobiliser, je dois dire, une force en attente, comme on l'a constaté, pourquoi est-ce que cette force en attente ne peut pas faire, je dois dire, ne pas constituer, je dois dire, une référence pour intervenir directement sur les fronts dans les pays où il y a le terrorisme? Je pense que ces forces-là, enfin, les forces en attente de la CEDEAO ont vocation normalement à intervenir. Si les conditions sont réunies, je ne sais pas les critères en principe, sinon on nous parle de près de 5000 soldats qui sont en attente, où la menace est visible dans les... On peut passer 1000 rapidement dans la région de Boko Haram, puis on peut finir avec ça, non? Depuis 2022, je crois, la première attaque au Bénin, si on avait déployé ces soldats-là au niveau donc des frontières du Bénin et tout, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, c'est les pays qui se débattent et qui n'arrivent pas à maîtriser véritablement les stratégies de ces terroristes-là, de ces groupes armés. Et c'est finalement après que la CEDEAO s'intéresse beaucoup plus à l'instabilité politique. Alors que lorsqu'on parle de terrorisme, lorsqu'on parle de ces situations sécuritaires, ça menace plus les populations que même les situations politiques qui se produisent. Parce que, qu'on le veuille ou non, on finit toujours par trouver une solution à cette instabilité-là. Mais au niveau des frontières, allez voir, les gens vous raconter, les filles sont violées, les dames sont dépossédées de leur argent, les gens ne vont plus travailler, donc ils vivent en permanence dans la précarité. Je pense que sur ce point, la CEDEAO n'a pas encore n'a pas tenu le bon bout, parce qu'on ne peut pas avoir 5000 soldats en attente et que dans les pays où l'on sent que, enfin, qui appartiennent à une organisation, que l'on laisse perpétuer, et en tout cas, la menace terroriste. On pouvait réfléchir autrement, tel que par exemple, on a eu cette intervention rapide là le week-end dernier, dès qu'on apprend que dans telle zone, on a les éléments d'appréciation que les groupes armés sont en train de s'installer, on les déploie, parce que la CEDEAO, visiblement, a plus de moyens que certains États. Donc, il faut aller à la rescousse des pays et intervenir très tôt. C'est très tôt là qui pose aujourd'hui problème. Sinon, ça ne sert à rien du tout qu'on attende seulement les coups d'État, qu'on attende, disons, les pushs pour intervenir. Et parfois même, l'intervention ne porte aucun fruit. C'est souvent improductif et on n'a aucun résultat. Je pense que le plus important aujourd'hui, déjà que la CEDEAO s'engage cette fois-ci à lutter contre le terrorisme, et nous allons souhaiter que d'autres attaques ne se produisent pas. Mais si on veut prévenir pour les années à venir, il faut déjà penser à déployer ces forces en attente là, dans ces régions-là qui sont véritablement menacées. Maintenant, le cas du Niger, du Burkina et du Mali, est-ce qu'on va accepter à l'heure où nous parlons qu'on déploie encore des forces? Non, mais s'il y a eu un essoumplement de la CEDEAO, pourquoi on doit s'intéresser? Voilà. Alors que nous partageons des frontières avec ces pays-là. Si on décide par exemple de sécuriser les frontières béninoises, ça va poser problème. Ils vont dire que c'est des forces pour déstabiliser leur régime et tout. Ça devient encore plus complexe. Mais dès lors que les forces ne dépassent pas les frontières nationales sur le territoire
burkinabé ou nigérien. Je ne sais pas en quoi est-ce que ça devrait les déranger. Oui, Eric. Non, je pense que c'est peut-être à ça qu'il faut davantage inviter la CEDEAO à travailler, à activer cette force aussi sur le terrain de la menace terroriste, justement pour pouvoir faire des interventions avec des États membres. Je dis toujours que la CEDEAO, justement, le résultat que nous avons de la CEDEAO, c'est la participation de ce que chaque État membre apporte. Donc, si cela doit être vraiment effectif, il faut compter sur la décision et la disponibilité de chaque État à jouer sa partition pour que cette force soit active, armée, mobilisée, justement, et fonctionnelle à pouvoir jouer ce rôle-là. Et de plus en plus, je lis des réflexions dans ce sens où, voilà, mais on voudrait que cette force aussi soit utilisée sur le terrain de la menace terroriste. Donc, peut-être qu'il y a encore des paramètres sur lesquels l'organisation n'a pas encore réussi à réunir, je dirais, l'adhésion de tous les États membres sur ce terrain, parce que nous n'oublions pas, mobiliser une force de plus de 700 000 hommes, c'est beaucoup de moyens, beaucoup de ressources, beaucoup d'équipements. C'est quand même 16 ou 17 pays de la CEDEAO qui ont des budgets. Voilà, parce que c'est quand même beaucoup d'autres partenaires. Et peut-être aussi que l'organisation réfléchit, parce que quand on a mobilisé une force pareille au Mali, pendant plusieurs années, finalement, on s'est rendu compte que le résultat n'était pas du tout au rendez-vous. Les militaires qui ont pris le pouvoir ont communiqué davantage pour montrer que ce que cette force a été incapable de faire en 14 ans, ils ont réussi à le faire en l'espace de 4 ans. Donc peut-être aussi que cela a sans doute touché un peu aussi le dispositif de la CEDEAO, a peut-être repensé un peu la chose. Donc la question reste posée, et je pense que quand nous voyons un peu sur le terrain des questions des stabilités politiques, comment cette force a quand même pu jouer un certain nombre de rôles dans notre sous-région, on s'étonne bien pourquoi elle n'est pas aussi mobilisée avec autant d'efficacité sur le terrain de la menace terroriste. Je pense que la CEDEAO manque d'anticipation. Parce qu'en créant la CEDEAO à sa naissance, on n'avait pas les mêmes problèmes qu'aujourd'hui. On devait intégrer tout cela aux politiques que l'on développe au niveau de cette institution. On n'en fait pas, et c'est lorsque le problème survient qu'on cherche la solution. Ça ne devrait pas être le cas. Merci, chers messieurs. Vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. À toutes et à tous, bonjour. Le matinal indique que 30 militaires prétendument impliqués dans la tentative du coup d'État ont été présentés dans la soirée du lundi 15 décembre 2025 au parquet spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme à Cotonou. Dans sa parution Matin Libre, annonce la libération de Tchabi Yahi après son audition, ce que confirme Fraternité qui explique qu'arrêté le dimanche 14 décembre 2025 dans le cadre des investigations liées à la tentative de coup d'État, il a été libéré sous convocation, selon des sources judiciaires proches du dossier. Son audition aurait porté sur des soupçons de lien ou de contact avec certains protagonistes de l'affaire. Aucune charge définitive n'a pour l'heure été officiellement retenu contre lui, l'enquête se poursuivant sous l'autorité du parquet spécial. Et pendant ce temps, rapporte la Nation, réunie à Abuja à l'occasion de la 68e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les dirigeants ouest-africains se sont exprimés avec fermeté sur la situation politique au Bénin. La conférence a condamné sans réserve la tentative de coup d'État qui a failli mettre en péril l'ordre constitutionnel dans le pays, réaffirmant ainsi son attachement aux principes démocratiques, à l'état de droit et à la stabilité institutionnelle. Un constat du billet de Fraternité du jour. Depuis la survenue de la tentative de remise en cause de l'ordre constitutionnel, les barbouzes ont pris le contrôle des réseaux sociaux. Les multiples versions d'obédience pro-russe
pro-français, pro-nigériens et massivement pro-haïtiens sont quotidiennement et abondamment livrés par des pseudo-spécialistes sous couvert d'analyse et de création de contenu plus ou moins piteuses, mais le monde entier a compris, le Bénin est plus que jamais révélé. Autrement, qui est-ce qui s'acharnerait à jeter des pierres avec autant de convoitise sur un arbre s'il ne portait pas de fruits rares, s'interroge le journal, quand le professeur François Biola mène une réflexion dans les colonnes du même journal et écrit que plusieurs auteurs ont eu à mener des réflexions sur les révoltes survenues durant la colonisation française au Dahomey. Au-delà des analyses académiques et des écrits historiques, une relecture de l'histoire à travers des récits de vie s'impose comme nécessaire pour saisir la quintessence même des révoltes survenues au Dahomey. L'écriture de l'histoire a été souvent entachée de récits préétablis, parfois de faits falsifiés et diffusés des décennies durant, principalement en ce qui concerne l'histoire de l'Afrique. Quel autre bel exemple en ce moment que celui de la tragédie du 1er décembre 1944 à Tiaroy au Sénégal, des faits falsifiés que les Africains ont en ce moment décidé de rectifier. Dans la suite, la Nation pointe que le niveau général des prix à la consommation a reculé encore en novembre. Selon le bulletin mensuel de l'indice harmonisé des prix à la consommation publié par l'Institut national de la statistique et de la démographie, l'indice national s'établit à 101,7 points contre 102,0 en octobre, soit une diminution mensuelle de 0,3%. L'Institut attribue cette baisse à la division produits alimentaires et boissons non alcoolisées, dont l'indice recule de 0,7% en novembre. Les légumineuses enregistrent une diminution significative des prix de 5,4% liés au début de saison du haricot et du vanzou. Les prix des céréales se replient de 2,5% grâce à une bonne disponibilité du maïs en grains sur les marchés. Fin de la revue de presse. Merci de l'avoir suivi.